Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Il est des professions qui s'acquièrent par vocation innée. Le métier de vétérinaire, en l'occurrence, fait rêver dès le plus jeune âge tous ceux qui aiment les animaux. Quand cette passion pour soigner le vivant se double d'une pratique bouddhiste, cela donne un parcours exceptionnel. C'est ainsi que nous avons le grand bonheur de recevoir Norin Chai, guidée depuis l'enfance par sa vocation infaillible qui vise à réduire la souffrance des êtres vivants. Vétérinaire spécialisé de la faune sauvage, notre invité soigne depuis près de 30 ans dans le monde entier les animaux de tout type, des reptiles aux amphibiens en passant par les éléphants, les oiseaux ou encore les félins. Mais Norin Chai est aussi bouddhiste et place d'ailleurs cette dimension spirituelle au centre de sa vie, lui dont la famille a connu le martyre au Cambodge. Nous parlerons ce matin du parcours hors norme de notre invité, mu par ses deux vocations, le bouddhisme et la médecine animale, qui se complètent et se renforcent l'une l'autre au quotidien. Et puis la semaine prochaine, nous évoquerons la sagesse animale ou comment les animaux ont tant à nous apprendre. Nous retrouvons de ce pas Norin Chai. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a beaucoup à dire sur votre parcours vétérinaire. On ne pourra pas tout dire, mais on peut simplement préciser que vous êtes diplômé de Maison Alfort. Vous avez dirigé un parc national au Tchad. Vous avez été vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Actuellement, vous consultez un petit peu partout en France et à l'étranger, dans le monde entier. Vous êtes aussi conférencier, auteur de plusieurs livres sur ce que nous apprennent les animaux. Vous avez fondé l'association Yabumba sur l'étude et la préservation de la faune sauvage. Et puis certains téléspectateurs vous connaissent car vous avez animé des documentaires sur vos missions de sauvetage dans le monde entier également. Et puis, bien sûr, vous êtes bouddhiste, la partie essentielle de vous-même. Vous avez été moine dans la tradition Theravada, ordonné à 20 ans à la pagode Wat Bodhisattva de Champs-sur-Marne. Oui. Et puis, vous connaissez aussi le bouddhisme tibétain pour avoir voyagé au Tibet. Merci infiniment de répondre à nos questions ce matin. Merci pour l'invitation. Alors, on va tout d'abord commencer un petit peu par parler de vous, de quelques éléments biographiques, et notamment de vos origines du Cambodge. Oui, effectivement, je suis né au Cambodge il y a longtemps. Et je suis arrivé en France à 4 ans, donc juste pile poil au niveau du temporel, au niveau du génocide cambodgien, effectivement. Et je suis l'héritier effectivement de cette génération qui a pas mal souffert, effectivement. Oui, l'histoire douloureuse du Cambodge a eu une répercussion directe sur votre famille, sur votre exil en France. Totalement. Pas seulement pour beaucoup de Cambodgiens, bien sûr, mais de mon point de vue, ça a un impact même sur ma vision du monde. Parce que quand vous êtes un gamin, qu'à 4 ans, vous voyez les personnes qui sont en souffrance, ça vous donne une vision particulière de ce qui vous entoure, effectivement. Est-ce que vous avez gardé des éléments de la culture cambodgienne une fois que vous êtes établi avec votre famille Oui, mais mes parents ont vraiment eu cette volonté que je puisse continuer à parler cambodgien. Donc je parle cambodgien, c'est ma langue maternelle. Je comprends le cambodgien. Et effectivement, quand je vais au Cambodge, j'écoute et je comprends ce qu'ils disent. Il y a une culture donc très maintenue dans ma famille par rapport à ça. Et bien sûr, comme vous le savez, au Cambodge, le bouddhisme est une religion d'État, mais aussi toute la vie sociale s'organise au niveau des pagodes. Et j'ai évidemment hérité de cette manière de vivre. Alors c'est justement par culture familiale ou par conviction que vous vous êtes découvert bouddhiste? C'est une très bonne question, parce que découvert bouddhiste, c'est exactement ça. Alors, vous avez donc cette culture bouddhiste qui est plus une tradition. Mais le bouddhisme est une philosophie. Et je l'ai découvert justement quasiment, pas tout seul, puisqu'on ne fait jamais les choses tout seul, finalement par des incohérences où, lorsque je lisais le bouddhisme, l'histoire de Siddhartha par exemple, et des modes de vie ou des comportements qui n'étaient pas forcément en adéquation avec ce que disait Siddhartha, je me suis dit que peut-être qu'il y a le bouddhisme traditionnel et un vrai bouddhisme, on va dire, plus puriste, qui s'approche plus de l'enseignement en fait originel. Est-ce que, alors, ce bouddhisme, par exemple, vous avez choisi d'aller au Tibet pour
fêter votre réussite à l'entrée vétérinaire. Donc, c'était quand même un choix très particulier Oui. comme voyage de fin d'études. Bon, j'en ai toujours rêvé de toute façon d'aller au Tibet. C'était plus pour, on va dire, un voyage d'études de terrain personnel, puisqu'en fait, j'ai commencé à méditer quasiment à l'âge de 10 ans. Donc, c'est vraiment, c'est comme si j'avais pris mon petit déjeuner, en fait. C'est ancré dans mon comportement naturel. Et d'aller au Tibet, qui a une connotation quand même très particulière, symbolique. Le Tibet, avec les Dalai Lama, avec toute cette histoire, cette culture très médiatisée, à bon escient. Et j'ai vu quand même qu'il y avait plusieurs formes de bouddhisme, et de Tibet aussi. Un Tibet, on va dire très militarisé à l'époque, chinoise, et le Tibet d'origine, qui avait vraiment, pareil, des dissonances. En gros, ce que je voyais, c'est qu'il y avait... On parlait du bouddhisme, mais le bouddhisme, en même temps, était tellement plurimorphique, et que, finalement, je me suis posé cette question, en fait, c'est quoi, finalement, le bouddhisme? Et pourquoi vous avez voulu être moine à un moment de votre jeunesse? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, fondamentale, c'est que dans la culture cambodgienne, lorsqu'un enfant s'ordonne moine bouddhiste, c'est la forme la plus haute de gratitude qu'un enfant peut justement offrir à ses parents. Mes parents ont beaucoup travaillé pour survivre et pour qu'on puisse survivre aussi. Et donc c'était la moindre des choses de leur offrir cette marque de reconnaissance, de gratitude profonde dans la tradition cambodgienne. Et aussi, ça me permettait de voir l'envers du décor, la vie monastique et comment un moine, entre guillemets, pouvait vivre dans une pagode en dehors du regard des croyants et des fidèles. Pour faire fructifier finalement la pratique de la méditation ou se détacher finalement du monde du quotidien. Alors, de façon plus pragmatique, ça, c'est de voir comment ils vivent. Est-ce que, avec un esprit assez critique, est-ce qu'ils font bien ce qu'ils disent? Oui, c'est un peu pragmatique. et ça me donne une idée, justement, de la vie monastique, ma propre idée pour justement progresser au niveau personnel. Alors, venons-en à votre vocation vétérinaire aussi. Comment vous est-elle venue? Est-ce que c'est parallèle justement à la mise en place du bouddhisme en vous? Oui, ma vocation, elle est venue même avant que je sois né, je pense. Quand j'étais même pas un embryon. Non, plus sérieusement, ma vocation, elle est venue, comme je disais, dans un contexte où vous grandissez dans une atmosphère douloureuse, où vous voyez tous les gens qui souffrent autour de vous, et vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et quand vous avez 4 ans ou 3 ans, vous vous dites, je peux pas faire grand-chose, en fait. Et ma vraie vocation, ma seule vocation, finalement, c'est juste, je voulais juste soigner le monde. C'est juste ça, enfin, juste ça. Et mon grand-père, avant qu'il se fasse prendre et torturer par les Khmers rouges, il m'a offert un ours en peluche que j'ai appelé Yaboumba. Et que tous les deux, on s'est promis qu'on allait soigner le monde. Et donc, je parle toujours avec mon ours en peluche. Et il me dit, avant de soigner le monde, tu devrais commencer par avec les animaux, parce que j'avais une connexion particulière avec les animaux. J'ai une connexion très particulière avec eux. Et je me suis dit que soigner les animaux avant était peut-être plus facile que soigner le monde de façon générale. C'était un peu moins prétentieux, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ma vraie vocation, c'était de soigner le monde et d'abord les animaux. Et puis un jour, j'ai appris, par hasard, qu'il y avait un métier qui permettait de soigner les animaux. Ce métier s'appelait vétérinaire. Je savais pas que ça existait. C'est dingue, on pouvait même être payé pour ça, quoi. Et c'est un métier qui, donc, a évidemment pour vous un lien avec le bouddhisme, avec la pratique, avec vraiment la philosophie du bouddhisme, c'est-à-dire éviter la souffrance aux êtres vivants. Oh, ça va beaucoup plus loin. C'est même dans les fondements du bouddhisme. Déjà, c'est pas un métier, pour moi, c'est vraiment un chemin de vie vétérinaire. C'est au-delà c'est vraiment une philosophie de vie. Et lorsqu'on est dans une spécialisation, lorsqu'on rentre vraiment dans la médecine en tant que telle, vétérinaire, on se rend compte que tout est interconnecté, interdépendant. Ça vous rappelle quelque chose, bien sûr. Et que lorsqu'on soigne un animal,
En fait, ce qu'on soigne, c'est pas l'animal en lui-même, mais tous les interconnexions qui fait de lui ce qu'il est. Si vous m'apportez un iguane, par exemple, ou un éléphant, ou un orang-outan, la première chose que je vais voir, ce que je vais expertiser, c'est comment vous le nourrissez, quel est son habitat, qu'est-ce que vous avez professé une bonne température, quelles sont les interactions avec les autres. L'animal n'est que la synthèse de son environnement. Et c'est l'exemple même vivant de l'interdépendance. Et rien que ça, c'est énorme. L'animal évolue. Il évolue en fonction de son environnement, en fonction de sa propre histoire, de sa propre souffrance karmique, par exemple. Et à ce moment-là, on se rend compte, on expertise, on expérimente, on vit de l'intérieur. Ce que le bouddhisme n'arrête pas de parler, c'est l'impermanence. Donc, il y a ces deux fondements, interdépendance et impermanence, qui sont pour moi les fondements de ma pratique, en fait. Alors, certains vous appellent le bodhisattva des animaux. Bodhisattva est un mot très fort et très fort. C'est un honneur même. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient comme Alors, terme? c'est comme vous dites, un honneur et je ne me sens absolument pas la prétention d'être un bodhisattva, non, loin de là. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être un objectif, même si le mot objectif, je n'aime pas trop, ou plutôt une lanterne, un phare, ce serait, je dirais. Le bodhisattva serait un phare vers lequel j'essaye de tendre. Parce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un bodhisattva? Oui. Alors, un bodhisattva, en fait, c'est un Bouddha ou plutôt une personne, parce que ce sont des personnes. Le Bouddha, il n'y a pas de Dieu là-dedans. C'est un état de conscience. Et les bodhisattvas, ce sont des personnes qui ont atteint un état de conscience de boïté, mais qui ne passent pas le cap du nirvana ou du paranirvana et qui restent au sein de mortels pour les aider à accroître et à augmenter leur conscience. Alors, vous dites aussi, Norin Chai, dans certains de vos livres, que le Bouddha historique, était pour vous le premier vétérinaire finalement de l'histoire. Oui. Pourquoi? Parce que si les médecins soignent l'homme, le vétérinaire, lui, soigne l'humanité. Et alors, la première personne que je connais, enfin que je connais pas bien sûr, mais que j'ai étudié et approché intellectuellement en tout cas, c'était Siddhartha Gautama, qui avait comme seul objectif de soigner la souffrance de l'humanité. Et pour moi, c'est la définition même du vétérinaire avec un grand V. C'était une démarche diagnostique d'abord, puisqu'il était un simple humain. Enfin, il est toujours d'ailleurs, il a toujours été. Et il cherchait à comprendre déjà, ce qu'on appelle la pathogénie en médecine, et ensuite essayer de voir comment les éléments ont apporté une maladie, ce qu'on appelle un diagnostic, et enfin trouver un traitement, ce qu'on appelle un diagnostic thérapeutique cette fois-ci. Et cette démarche, il l'a synthétisée dans les 4 nobles vérités. C'est pragmatiquement une démarche médicale, en tout cas vétérinaire, avec une vision d'ensemble du vivant. Ce sera le mot de la fin pour cette première émission, car nous allons vous retrouver avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour la suite consacrée à la sagesse animale. Merci beaucoup. Merci Norin Chai d'avoir été notre invitée ce matin. Merci. Alors avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Harmonie, de l'animal à l'homme, retrouver un langage universel de notre invité Norin Chai avec Roland Portiche chez Stock. Norin Chai nous propose de comprendre et de miser sur le langage du cœur commun à toutes les espèces pour plus d'harmonie dans le monde. Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard chez Alary Éditions et puis Les émotions des animaux de Peter Wohlleben aux arènes. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur France.tv. À la semaine prochaine pour la suite de notre émission avec Norin Chai. Très heureux dimanche à tous. Merci.